Lundi 10 juin 1940. La guerre, déclarée depuis septembre 1939, semblait faite pour durer sur un front sans combat. Dans les casemates de la ligne Maginot, nos soldats immobiles avaient cru que leur seul ennemi serait l'ennui. Mais depuis un mois, la vraie guerre s'est ranimée et depuis un mois, notre armée disloquée a rendez-vous avec le désastre. Dans le nord et dans l'est, la population, encore hantée par le souvenir des atrocités allemandes des premières semaines de la guerre 14, puis devant l'avance de l'armée nazie. La France et les Français sont passés en 35 jours de la drôle de guerre à la vérité d'un temps qu'ils n'avaient pas voulu voir venir. Tout ce qui roule est transformé en machine à fuir. Les montagnes, les ravins profonds, les forêts, les lacs, les estuaires et les rives des fleuves ne sont plus que des horizons insaisissables sur le chemin de ce que le peuple, livré aux forces brutes du hasard, appelle déjà d'un nom biblique, l'Exode. Aujourd'hui 10 juin, écrira De Gaulle qui mena une des seules batailles victorieuses de ce printemps 40 à Montcornet dans l'Aisne, aujourd'hui commence une semaine d'agonie. Et le soleil est une blessure de plus sur cette grande peur, réveillée d'un passé qu'on croyait oublié. Toute l'énergie d'un peuple est jetée en quelques heures dans l'organisation de cette transhumance collective, dont les trains et les cortèges résignés se hâtent vers des buts qu'ils ignorent. Heureux d'ailleurs les errants de cette chevauchée sans destination et sans quête. Et malheur aux infirmes, aux malades, aux sans-famille, malheur aux pauvres d'esprit, abandonnés dans plus d'un hôpital aux portes cadenassées par des médecins gagnés par cette fièvre migratoire, malheur aussi aux grabataires d'Orsay, liquidés sur leur lit par leurs propres infirmières. Cette France sur le flanc ne pouvait qu'exciter les convoitises. À Rome, ce 10 juin, Mussolini déclare la guerre à notre pays agonisant. Et ceux qui roulent vers le sud se sentent un peu plus seuls avec leur solitude. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia. On this 10th day of June 1940, the hand that held the dagger has struck it into the back of its neighbor. En ce 10e jour de juin, un dernier conseil des ministres se tient à Paris. Puis à 22 h, Paul Reynaud, le chef du gouvernement, monte dans sa 15 chevaux Citroën. À ses côtés, le général de Gaulle, qu'il vient de nommer sous-secrétaire d'État à la guerre, et son aide de camp, Geoffroy de Courcelles. Et c'est ainsi que, dès le 10 juin, le gouvernement français était obligé de quitter Paris. Le général de Gaulle a quitté la rue Saint-Dominique dans la voiture du président du Conseil. Je me trouvais moi-même sur le siège à côté du chauffeur. Nous avons gagné dans la nuit, au milieu des réfugiés, la préfecture d'Orléans. Et poursuivant son but, qui était de convaincre M. Paul Reynaud de préparer la bataille d'Afrique, le général de Gaulle l'avait convaincu aussi qu'il fallait remplacer le général Weygand par un autre généralissime qui soit volontaire pour livrer cette bataille de l'Empire. Mardi 11 juin. La France, mère des arts, des armes et des lois, que chantait le poète Joachim du Bellay,
le doux pays des maisons, des vergers et des jardins ne répond plus. On leur avait dit qu'il ne fallait pas mourir pour Danzig, ni pour l'Autriche, ni pour les Tchèques. Et ils se retrouvent vaincus et humiliés, comme les Polonais, comme les Tchèques et comme les Autrichiens. Ce jour-là, mardi 11 juin, dans les villes du Nord, une arrivée massive de réfugiés belges accélère encore la rumeur du désespoir. À Paris, les usines Renault sont bombardées. L'explosion des premières bombes allemandes a sonné la diane des ambitions nazies. Les Français en sont réduits à chercher dans les décombres les souvenirs dérisoires de leur avant-guerre, quand ils croyaient encore que tout irait bien. Il n'y a d'ailleurs pas que le peuple qui quitte ses habitudes et nomadise avec la peur au ventre. Les responsables de notre pays, eux aussi, sont sur les routes, du côté de la Touraine, allant d'un château l'autre, se posant chaque jour avec un peu plus d'insistance la question de la défaite, et leur pérégrination annonce d'une certaine façon une autre agonie, 5 ans plus tard, non loin des sources du Danube, entre Constance et Sigmaringen. Pendant ce temps, la progression allemande se poursuit vers le centre de la France. Reims est tombé déjà. Certaines unités continuent de se battre dans ce qu'il faut bien appeler une héroïque solitude, car la plupart de leurs chefs cherchent plutôt les moyens d'une conciliation avec l'ennemi que ceux d'une ultime résistance. Sur les vieilles routes des invasions, les colonnes de prisonniers français ont remplacé les colonnes des réfugiés. Ils seront bientôt près de 2 millions, oui, 2 millions, à se promener mains en l'air, les visages plombés par la fatigue et plus encore par la stupeur qui les frappe, de s'être pour la plupart fait cueillir dans le dos, sans avoir tiré un seul coup de fusil. Ils allaient devoir mendier leur pain et marcher dans des fossés, la nuque courbée, et pour la moitié d'entre eux finir leur jeunesse dans les baraquements des stalags, un peu partout en Allemagne. Kriegsgefangenen, comme on dira, prisonniers de guerre, drôle de jeunesse. Que restait-il alors des puissantes armées françaises de 1918 qui tenaient, comme le disait Bernanos, au bout de leur baïonnette le sort de l'Europe? Sans doute faut-il chercher les premières raisons du foudroiement de 40 au revers justement des médailles gagnées par les combattants de la Grande Guerre, partis en chantant sous le grand soleil d'août 14. Les choses leur paraissaient claires à tous alors, et d'une certaine façon elles l'étaient. Le pangermanisme avait pris le risque d'une catastrophe européenne, et les soldats de 14, éduqués dans le culte de la République et du devoir civique, étaient partis pour la Marne, comme les soldats de la Convention étaient partis pour les collines de Valmy, pour sauver leur pays, alors la seule République européenne. Mais cette guerre de 14 avait été mal préparée, déjà, mal conduite et criminellement prolongée. Il est facile d'imaginer ce qui s'est passé dans la tête des survivants épuisés, en novembre 1918, même quand ils avaient été des héros ou des saints, même quand ils savaient pourquoi ils s'étaient battus, même quand ils ne regrettaient rien. Leur guerre, cette guerre trop longue, était devenue pour eux la der des der, c'est-à-dire une évidence, une profession de foi, un dogme, plus jamais cela. Et une génération de rescapés était disposée à se tourner vers les sirènes ambiguës du pacifisme. La France voulait alors pouvoir danser et vivre. Elle voulait pouvoir se moquer de tout, oublier ses croix de bois, ses veuves de guerre et ses orphelins. La guerre avait vaincu les combattants victorieux que 20 années de paix ridiculisèrent en anciens combattants, tout en désarmant l'intelligence de leurs enfants, qui seront bien vite écartés des cimetières. Mercredi 12 juin. Certains Allemands avaient autrefois une formule pour évoquer la douceur de vivre en France et à Paris qui aujourd'hui continue de se vider.
Il disait « Gott im Frankreich », c'est-à-dire « Dieu est vivant en France ». C'était une façon aimable de nous faire savoir qu'à Fulda, à Berlin ou à Dresde, certains tenaient notre pays pour un petit paradis. Cette douceur française, que l'on peut considérer de nature aussi démocratique que divine, insupportait désormais ceux qui avaient communié dans l'adoration de la croix gammée et qui font maintenant de nos routes d'improbables arches de Noé, où l'on s'entasse même dans les vieux carrosses de la mort pour tenter de survivre aux désastres des temps présents. Les fuyards laissent derrière eux des villes offertes, du silence et des ruines. Chacun emportait ce qu'il a de plus cher. Ses draps, son matelas, son or, ses tableaux, ses meubles, ses livres. Et des provisions pour la route et des bidons d'essence pour les voitures. Les plus pauvres marchent avec leurs enfants dans leurs bras. C'est maintenant 8 millions de personnes qui sont sur les routes, plus nues que jamais devant les menaces. Ces menaces étaient pourtant connues depuis longtemps, le monstre ayant lui-même annoncé son programme. Un homme s'était dressé sur les convulsions des années 30, et cet homme n'avait que le chaos pour drapeau. Hitler voulait substituer à l'ordre des nations celui des races, ramenant ainsi l'Europe au chaos de ses origines. Il s'érigea en maître des seigneurs du sang sacré et déclara la guerre à la morale évangélique, l'un des plus vieux dons de la France à l'Europe, puis aux droits de l'homme, version révolutionnaire de la même morale, et don de la France aux opprimés de toute la planète. La supériorité de sa propre race, le chaos du malheur et de la destruction, de la folie tournée en criminelle raison, était la seule loi qu'il promettait aux faibles, aux malades, aux orphelins, aux tziganes et aux juifs, qu'il considérait avachis par une morale d'esclave. Et il y avait un certain temps déjà que, de cérémonie du drapeau en cérémonie du drapeau, le peuple allemand tendait ses bras et son cœur vers celui qui allait faire de lui un instrument du malheur du monde. À Berlin, à Munich, à Nuremberg, comme à Moscou d'ailleurs, mais sous une autre forme, l'homme était devenu l'idole de l'homme. Pour détruire Dieu et après l'avoir détruit, écrit alors André Malraux, l'esprit européen a anéanti tout ce qui pouvait s'opposer à l'homme. Parvenu au terme de ses efforts, comme rancé devant le corps de sa maîtresse, il ne trouve que la mort. Le désespoir général qui avait suivi la grande saignée de 14 ne trouvait pas d'autre écho que la volonté de puissance de ces Européens ivres d'eux-mêmes. Volonté qui, mêlée à un siècle de passion anti-bourgeoise, ouvrait la route au totalitarisme de tous ordres, dans les décombres d'un continent déjà suicidé, mais toujours suicidaire. La Pologne, en septembre 1939, avait été la première victime de cette volonté d'assassiner. Écrasée sous les Panzers et sous les bombes des Stuka, attaqué par l'Union soviétique, le nouvel allié d'Hitler, ce petit pays était livré à la terreur et aux flammes. Que pouvaient les cavaliers polonais, qui 2 siècles auparavant portaient encore des cuirasses avec des ailes d'ange? Que pouvaient-ils, ces cavaliers, contre les chars? Cette mise à mort en annonçait d'autres. Après quelques mois d'inaction, de palinodie stratégique et d'insouciance d'état-major, entrés dans l'histoire sous le nom de drôles de guerre, les Allemands culbutaient nos lignes, et sous le soleil de juin, notre pays mourait chaque heure un peu plus. Jeudi 13 juin. C'était un jour très grave et triste en juin. Une journée magnifique. Donc c'était été où il y avait trop de soleil pour aider l'ennemi. Cet homme au visage d'acteur qui a lu Proust en français et combattu Munich s'appelle Anthony Eden. Ce jour-là, il participe avec Churchill aux réunions de Briare et de Tours, dernière tentative pour échapper à l'engrenage de la défaite. Nous sommes arrivés, Churchill et moi, à Briare, chacun dans son avion, et avec une escorte de Harlequins, chasseurs, avions de chasse. J'avais presque honte de notre escorte quand j'ai vu le terrain d'aviation là et les dégâts qu'il y avait, tous les avions qui étaient là, beaucoup abîmés, tout ça. Eh bien, nous sommes rendus au petit château près de Briare. Et là, nous avons eu pendant 3 heures des discussions avec Paul Reynaud, comme vous l'avez dit,
Weygand, Georges, le général Georges est réuni avec nous plus tard, et le maréchal Pétain était là. Et de notre côté, Churchill et moi, et le général Dill, qui était notre chef d'état-major. La discussion a montré assez tôt qu'il n'y avait pas vraiment grande chose à faire. On le comprenait très bien chez vous, et étape par étape, nous l'avons compris aussi. C'était comme, je crois, le général de Gaulle le dit lui-même dans un de ses livres, qu'il avait écrit avant la guerre, c'est la forme des décisions avant la guerre qui décide souvent la conduite de la guerre elle-même. Alors la discussion était triste, elle a duré 3 heures. Churchill a expliqué notre intention de continuer, tant bien que mal, mais continuer seul si c'était nécessaire. Et puis à la fin, nous avons ajourné, et un petit dîner, comme toujours en France, très bien arrangé, bien que très simple. Et j'étais en train de m'asseoir. Weygand était vis-à-vis de Reynaud, qui présidait naturellement. Churchill était à la droite de Reynaud, moi j'étais à la droite de Weygand. A raconté une grande figure, gaillard, et rentré et de mon côté de la table, et puis m'a dépassé. Weygand a dit, voulez-vous peut-être vous asseoir là, montrant la place à sa gauche. Mais le général a riposté, j'ai cru un peu, vivement peut-être. Non, mes instructions sont d'aller m'asseoir auprès du Premier ministre britannique. Le général de Gaulle se trouva assis à dîner à côté de Churchill, et l'un et l'autre purent à ce moment-là mesurer qu'ils étaient du même bois et que leur résolution de continuer la guerre jusqu'à la victoire était aussi forte d'un côté comme de l'autre. Et je suis sûr que Churchill était impressionné, plus que étonné, je crois, impressionné par le général de Gaulle à cette première rencontre. Et je suis sûr qu'il a eu la conviction, parce que nous en avons parlé plus tard, que comme lui, comme nous, le général de Gaulle avait l'intention de continuer avec la guerre jusqu'à la fin. Cet officier qui refusait la défaite était celui qui avait depuis longtemps annoncé le caractère mécanique de la prochaine guerre et avait défendu de livre en livre l'idée d'une armée blindée contre les menaces hitlériennes. Mais ni Léon Blum, ni Daladier, ni Pétain, ni Weygand n'avaient voulu des chars de Gaulle que l'on voit ici casqués, en uniforme de colonel de chars, accompagnant le brave président Lebrun en Alsace, à Götzenbrück, le 23 octobre 1939. Paul Reynaud fut l'un des seuls, hélas, à se rallier à ces vues. Et il est trop tard, bien trop tard, quand les Français commencent à s'intéresser aux conditions de la guerre moderne. Il est trop tard car les Allemands, depuis longtemps, se sont directement inspirés pour moderniser leur armée des théories de celui qu'on appelait alors le colonel Motor. En 1940, notre armée est donc largement restée celle de 14, beaucoup de fantassins et de cavaliers, promis à un affrontement suicidaire avec les chars. À l'heure où la tragédie s'avançait, l'état-major maintenait les troupes dans une atmosphère d'opérette. L'imprévoyance de nos élites avait avili les esprits et les cœurs. La guerre semblait être devenue un divertissement d'enfanceaux qu'il fallait faire jouer au carnaval des animaux avec des masques à gaz. Les Français avaient creusé des tranchées devant la Tour Eiffel, ils avaient habillé les monuments de Paris de sacs de sable et ils avaient cru que cela suffirait pour que leur liberté dure toujours. Et aujourd'hui, 13 juin, les armées allemandes continuent leur guerre éclair. Les troupes nazies prennent possession encore un peu plus de nos maisons, de nos villages, de nos villes. Ils piétinent nos indigentes espérances. Ils bafouent ce qu'il reste d'âme française. Et c'est ce même 13 juin de l'an 1940 qu'il se dépêche de courir à Versailles pour prendre possession des vieux symboles. Et à Versailles, ce jour-là, c'est la dignité de l'honneur royal, celui des tréfonds et des fondations, qu'il sacrifie en hissant le drapeau de l'ordre nouveau
sur les toits du château de Mansart. Vendredi 14 juin. Paris, das heiß ersehnte Ziel, ist erreicht. Das Herz und die Seele Frankreichs, Sitz großer Teile der französischen Rüstungsindustrie, der Geburtsort der Démocratie und des Libéralismus, ist in deutscher Hand. Comme toujours avec les monstres, les choses sont claires et nettes. Paris, Paris, nous crie le commentateur de ces images allemandes. Paris, le premier but est atteint. Le cœur et l'âme de la France, le lieu de naissance de la démocratie et du libéralisme, sont maintenant dans la main allemande. La force a donc vaincu le droit qui a renoncé à la force. Et voici les Allemands qui se glissent au petit matin et sans essuyer un seul coup de feu dans la ville de 1789. En hissant sur la tour Eiffel leur drapeau de maître du sang pur, c'est maintenant l'honneur de la République et celui de la Révolution que les soldats nazis précipitent en riant vers des abîmes dévoués à leur sinistre couleur. Les troupes allemandes peuvent parader, elles peuvent même poser un avion place de la Concorde. Paris leur appartient. Et les agents de la police parisienne qui les aident à se retrouver dans les rues de la capitale seront peut-être les mêmes que ceux qui, sous la direction de René Bousquet, les aideront 2 ans plus tard à rassembler les enfants juifs de Paris au Vélodrome d'hiver. Le gouvernement, devant l'avance de plus en plus rapide des Allemands, décide de se replier à Bordeaux. Dès l'arrivée à Bordeaux, le général de Gaulle eut une entrevue décisive avec M. Paul Reynaud. Il avait appris que la veille au soir, après l'entrevue de Tours, au cours d'un conseil des ministres, le général de Weygand était venu une fois de plus plaider la cause de l'armistice devant le conseil des ministres, auquel lui-même, comme sous-secrétaire d'État de défense nationale, n'avait pas été convoqué. Et il déclara à M. Paul Reynaud que s'il lui-même se ralliait à la position de général Weygand, sa décision était prise, le général de Gaulle démissionnerait. Le général de Gaulle est allé, avant de partir, dîner à l'hôtel Splendide, et il raconte dans ses mémoires, et j'en ai été témoin car j'ai dîné en tête-à-tête avec lui à l'hôtel Splendide, il est allé serrer en silence la main du maréchal Pétain qui dînait à une autre table, et ce devait être la dernière entrevue des 2 hommes avant les grands événements qui allaient se produire. Pendant ce temps-là, la ligne Maginot est contournée et la grande rafle continue. Parmi les pauvres cohortes des prisonniers, des hommes de toutes couleurs et de toutes races, ressortissants de notre empire. Certains d'entre eux, sans doute, avaient cru à la France de nos ancêtres les Gaulois. Ce jour-là, ils ne comprennent plus de la voir soudain si basse, silencieuse, immobile, résignée dans le no man's land de son agonie. Un peu partout, ce jour-là, comme les autres jours, on ne parle que de trahison dans les rangs des prisonniers. Les nazis peuvent toujours organiser des mises en scène qui servent leur théorie raciale. Ils peuvent fusiller des officiers et massacrer leurs hommes parce qu'ils ont la peau noire et les cheveux crépus. Les troupes africaines se rallieront en masse à la France libre quand le moment sera venu. Ce jour-là encore, la Luftwaffe tient le pavé de notre ciel. Sous les ailes frappées du noir emblème, les villes brûlent et leur population s'enfuit ou se terre. Ces troupeaux d'hommes égarés sur le bord des routes connaissent maintenant le prix à payer pour la lâcheté et le déshonneur de ceux qui avaient la charge de notre pays. Et sur les routes de l'Exode, les vieilles paysannes ressemblent aux vieilles femmes en noir de la guerre d'Espagne. Même gestes, mêmes yeux stupéfaits, même solitude. Tout était déjà écrit. L'Espagne avait servi de répétition générale, et l'Espagne tout entière avait été désarmée. Désarmée et vendue, comme l'écrivait Antonio Machado, vendue de l'une à l'autre mer.
C'était pourtant l'époque où en France, le peuple des usines et du Front populaire avait crié sa solidarité avec les républicains et s'était rapproché des grands bras zéros du bolchevisme. Le peuple des usines avait manifesté pour l'Espagne en même temps qu'il effrayait le bourgeois et lui arrachait enfin ses congés payés et la semaine anglaise. Le printemps 36 était passé comme un songe sur les usines et sur les cités ouvrières. Mais il y avait eu de la trahison dans l'air du Front populaire et pas mal de fausses notes dans les refrains de la lutte contre le fascisme. Les grandes manœuvres d'amitié et de félonie entre l'Allemagne nazie et la Russie soviétique étaient secrètement commencées. Franco avait déblayé le terrain pour le compte des nazis. Et Staline, de son Kremlin lointain, avait tourné son pouce vers la terre. L'Espagne républicaine pouvait mourir et malheur aux vaincus. Le temps du mensonge avait déjà remplacé celui de l'innocence et des espérances. L'internationale la plus efficace n'était pas celle que l'on croyait. La solidarité des tyrans avait préparé la défaite des démocraties. Samedi 15 juin. À partir d'aujourd'hui, voici notre pays mis à l'heure allemande. À Marseille, à Strasbourg, à Paris, dans toutes les villes françaises, on avance les horloges d'une heure. Mais le flot des réfugiés continue de s'écouler. L'objectif prioritaire semble maintenant de passer la Loire. L'exode est devenu une sorte de fièvre convulsionnaire. Les convois se croisent dans le plus grand désordre. Les horloges dans nos rues sont à l'heure de Berlin, mais qui se soucie encore de l'heure dans un pays qui a perdu la tête? À Paris, un nuage d'apocalypse venu des dépôts d'essence incendiés du Havre et de Rouen s'étale sur la capitale. À Chartres, ce samedi 15 juin, un préfet nommé Jean Moulin refuse de couvrir de la signature de son pays des mesures infamantes aux troupes noires. À Bordeaux, un conseil des ministres évoque l'éventualité d'un armistice pendant que l'armée allemande continue son travail de rouleau compresseur. Les panzers encerclent des milliers de soldats français autour de Nancy et pénètrent dans Verdun. Ces troupes nazies, dans la ville symbole de ce qui fut le front de la Première Guerre mondiale, tirent les morts de 14-18 de la tranquillité des limbes. 1300 000 hommes étaient restés sur le carreau meusien. 20 ans plus tard, leur sacrifice est effacé. Cette revanche de Verdun avait été préparée par les multiples défaillances de ceux qui ne voulaient rien opposer que leur indulgence et leur esprit de conciliation aux ambitions non pas de l'Allemagne, mais de l'Allemagne nazie. 2 hommes avaient incarné cet esprit de défaillance, un Britannique, Chamberlain, et un Français, Daladier. Le 15 septembre 1938, Chamberlain était allé en éclaireur visiter l'auteur de Mein Kampf dans sa tanière de Berchtesgaden. Yesterday afternoon, I had a long talk with Herr Hitler. It was a frank talk, but it was a friendly one. And I feel satisfied now that each of us fully understands what is in the mind of the other. You won't, of course, expect me to discuss now what may be the results of that talk. Le résultat de cette conversation franche et amicale, c'était tout simplement l'abdication des 2 vieilles nations européennes devant l'arrogance nazie.
Elles avaient laissé Hitler remilitariser la Rhénanie, imposer le rattachement de l'Autriche à l'Allemagne, et l'histoire allait continuer de se répéter, la défaite ouvrant toujours la voie de la défaite. 2 semaines après Berchtesgaden, Daladier et Chamberlain signaient les accords de Munich. Tout était bon, la vulnérabilité naturelle de notre pays, l'infériorité de notre matériel, l'autorité de la Société des Nations, le charme magnétique du Führer, le péril communiste et le péril bourgeois, tout était bon et chanté sur tous les tons pour justifier notre signature au bas de cette abdication. Le peuple de France, écrit alors Bernanos, avait cru se battre en 14 pour le droit, la justice, la paix universelle. Et les mêmes gens qu'il jugeait supérieurs à lui par l'éducation et par la culture, lui riaient au nez et traitaient ces grands mots de bobards. Le peuple de France, donc, connaît alors le malheur de celui qui doute. Il se prend à penser qu'il n'y a pas grand-chose à faire d'autre que de subir l'histoire. Il se réjouit de la paix, sans penser que cette paix lui prépare de bien horribles souvenirs. Dimanche 16 juin. Sur les quais du port de Bordeaux, c'est la fièvre. Pour les étrangers qui regagnent leur pays, ils sont nombreux, Américains, Canadiens, Britanniques ou Australiens, fièvre heureuse de rentrer à la maison. Pour les Français qui fuient le nazisme, fièvre tourmenteuse de partir, sans billet de retour. Ce jour-là, De Gaulle fait détourner de son propre chef un navire, le Pasteur, chargé d'1 millier de canons vers un port d'Angleterre. Premier mouvement de désobéissance qui passe inaperçu dans le climat de naufrage général à Bordeaux ce matin-là. Ah, c'est un horrible souvenir. Et dans l'insistance constitutionnelle du général de Gaulle pour qu'il y ait un garant de l'indépendance du pays, du respect des traités et du maintien du territoire, certainement ce souvenir pèse pour beaucoup, car il a vu de très braves gens, le président Lebrun, d'autres encore, être là dans une sorte d'impuissance tragique devant la marée montante de la lâcheté ou du calcul politique. Je n'aime pas penser à cette période, à cette espèce de terreur, de crainte panique qui s'empare des assemblées quand il n'y a personne pour leur montrer le chemin d'un salut possible. Et je me rappelle, je suis arrivé à Bordeaux, je suis allé voir d'abord Mandel. Et Mandel m'a reçu, partant pour le conseil, il m'a dit, je sais d'avance ce que vous allez me dire, je suis entièrement d'accord avec vous. Veuillez vos collègues. Il me dit, venez avec moi au conseil. Et je suis arrivé à la préfecture, et j'ai attendu dans la pièce où devaient passer les membres du gouvernement avant de se rendre au conseil. Je les ai pris l'un après l'autre, et j'ai vu que la majorité n'avait pas beaucoup de résolution et de courage dans cette circonstance. Plus de 100 000 Français encerclés dans la poche de Dunkerque avaient été sauvés in extremis et repliés en Angleterre. L'Angleterre reste, seule contre tous, l'île de la terre libre. De Gaulle aussi arrive ce matin-là à Londres. Et ils sont trois hommes, le secrétaire du Foreign Office, M. Jean Monnet et l'ambassadeur de France, à avoir inventé un projet d'union entre nos deux peuples, soumis le jour même au cabinet de guerre britannique. C'est un projet inouï qui dépasse la solidarité fraternelle et mobilise l'imagination contre l'esprit d'abandon. Comme dit la chanson, à chacun ses rêves. Aussitôt après le déjeuner, M. Churchill réunissait le cabinet britannique. Général de Gaulle étant lui-même à Downing Street, dans un des bureaux voisins de celui où se tenait la réunion du cabinet. Et dès l'adoption du projet, le général de Gaulle pouvait téléphoner à M. Paul Reynaud pour lui dire « Le projet d'union des deux peuples est approuvé, il faut absolument que vous teniez, il faut que le gouvernement français décide de continuer la guerre jusqu'au bout et d'aller en Afrique pour la continuer. » Et M. Paul Reynaud, à ce moment-là, un peu hésitant, avait dit qu'il allait faire son possible.
À l'heure où les gares de l'Est parisien sont devenues des terminus pour les trains de Berlin, la majorité des ministres français entend toujours explorer les intentions allemandes. C'est pourquoi le Conseil des ministres français, qui se réunit à 18h, refuse la proposition britannique que Reynaud, une fois encore, est seul à défendre. Les Allemands peuvent donc défiler en toute quiétude sur les avenues portant les noms de ceux partis porter dans toute l'Europe la bonne nouvelle des droits de l'homme. Et par ce beau dimanche de juin, on commence à déshabiller les monuments de leur corset de sable, comme si la guerre était finie déjà. Dès notre arrivée à Bordeaux, à 9h du soir, Général de Gaulle était accueilli par le colonel Imbert, qui était son directeur de cabinet, et qui venait lui annoncer que, dans l'intervalle, Paul Reynaud avait démissionné, que le président Lebrun avait appelé le maréchal pour former un gouvernement. Lundi 17 juin. Certains réfugiés marchent depuis plus d'une semaine. Ils couchent dans les granges, ils se lavent à l'eau des fontaines. Pauvre peuple de l'Exode qui fait dans la fuite l'apprentissage de la servitude, car c'est bien de cela dont il est question maintenant, la servitude. Des rumeurs circulent parmi ces colonnes d'errants. Toutes parlent de l'effondrement qui continue, des Allemands qui s'approchent de Rennes ou de Lyon, du malheur qui s'étale. À Bordeaux, ce matin-là, de Gaulle se lève tôt. Il avait donné rendez-vous au général Spears, je crois, devant la porte de son hôtel, pour gagner l'aéroport. Moi-même, je n'étais pas au courant de ses projets à ce moment-là. Il m'avait simplement dit d'être prêt le lendemain matin à 8h, et lorsque je suis venu le voir, il m'a demandé quelles étaient mes intentions. J'avais réfléchi, bien entendu, comme chacun d'entre nous à ce moment-là, devant le désastre qui s'abattait sur la France. Et mon intention était de gagner la Syrie, où j'avais été mobilisé pendant la première partie de la guerre et où j'avais la possibilité de me rendre ayant tous mes papiers militaires en règle pour m'embarquer. Général de Gaulle m'a aussitôt répondu, je pars moi-même à Londres dans une demi-heure, est-ce que vous viendriez avec moi? Et sans hésiter, j'ai accepté de partir. Il est exact qu'au moment de notre départ de l'hôtel, Général de Gaulle a reçu la visite de Jean Laurent, son directeur de cabinet, qui venait de la part de M. Paul Reynaud, lui apporter une somme de 100 000 francs que M. Paul Reynaud avait prélevé sur les fonds spéciaux et qu'il faisait remettre au général de Gaulle pour lui permettre d'entreprendre l'action qu'il comptait engager en Angleterre. Une demi-heure après, le général de Gaulle est donc parti. Nous avons retrouvé le général Spears devant son hôtel. Nous sommes rendus directement à l'aéroport où nous attendait l'avion qui nous avait amenés la veille au soir. Le départ s'est d'ailleurs fait le plus naturellement du monde. Le seul problème, je me rappelle, c'est que le pilote n'avait rien pour attacher les bagages et que j'ai dû courir dans un des hangars voisins chercher une corde pour attacher les bagages. Mais nous ne sommes partis sans du tout aucune précaution de secret, contrairement à certaines versions qui ont été données de ce départ. Il faut encore dire qu'à ce moment-là, certaines unités continuent de se battre en dépit du haut commandement qui reste en dessous de tout et que 100 000 Français ont été tués pendant cette bataille de France. Il faut dire aussi que la population des villages et des villes où ces Français livrent leur dernier combat les supplie parfois de renoncer au fracas de leurs armes. Il faut dire enfin que certains de ces combattants empêchés de résister se suicident, tant il est vrai qu'ils préfèrent la mort au combat refusé. Sur les routes des plaines, les derniers tankistes sont encerclés. Pour eux aussi, c'est fini. Fini la guerre, fini la chaleur, les grondements du moteur, le martèlement des chenilles. Mais toujours ce trop beau soleil de juin, ce soleil qui brille
avec une lumière noire. C'est dans cette atmosphère déliquescente, quand les réfugiés piétinent sur les places des villages, qu'à 11h30, le maréchal Pétain parle à la radio depuis Bordeaux. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. En ces heures douloureuses, je pense aux malheureux réfugiés qui, dans un dénuement extrême, sillonnent nos routes. Je leur exprime ma compassion et ma sollicitude. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Tout semble écrit. Hitler se dirige vers son triomphe, recueillir à Munich avec Mussolini les clameurs de la foule nazie. Il ne lui reste plus qu'à préparer son voyage vers Rotonde, où 3 jours plus tard, dans le wagon-salon où Foch avait dicté les conditions de l'armistice en 1918, un pauvre général français nommé Unziger va coucher son nom au bas d'un texte passablement déshonorant. Tout semble écrit, mais c'est pourtant une autre histoire qui est déjà commencée. 3 jours auparavant, quand De Gaulle, avec l'accord de Churchill, a parlé devant un micro de la BBC, conjuguant l'espérance la plus folle et la raison la plus raisonnable. Moi, général de Gaulle, j'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. La plupart de ceux qui vont entrer dans l'aventure de la résistance n'ont pas entendu cet appel. Le discours de Pétain leur avait donné envie de vomir et c'est tout. Mais pour certains de ceux qui écoutent De Gaulle, l'impact est décisif. L'histoire du ralliement des pêcheurs de sein est connue. Il n'y a qu'un seul poste de radio sur l'île, une vieille femme en manipule les boutons et tombe tout à coup sur une émission en français à la BBC. C'est De Gaulle. Tous les hommes valides de sein décident aussitôt de gagner l'Angleterre. L'appel du 18 juin, c'est seulement la parole d'un homme sans visage. Cette parole résonnera pourtant longtemps et fortement. La France rangée bien à plat sous l'ordre allemand, celle de la gauche capitularde ou moscovite, celle de la droite catholique et des bien-pensants. Cette France ne convient pas à tous ceux qui ont gardé de leur passé, de leur formation, de leur lecture d'enfant assez de souvenirs pour ne pas se reconnaître dans cet abandon national. Il suffit de ces quelques mots lancés comme une bouteille à la mer pour qu'ils retrouvent aussitôt leur dignité d'homme et embrassent l'action avec l'orgueil du maître. Alors ils désertent, ils entrent en dissidence, ils s'éloignent à toute vitesse de l'hexagone de l'hypocrisie et de la prudence. Ce sont des irréguliers, leurs visages sont jeunes, ils sourient, ils sont si peu nombreux que De Gaulle au début les connaît tous personnellement.
Et ils se reconnaissent dans cette citation de Chamfort que leur livre un jour le général rebelle. Les raisonnables ont duré, les passionnés ont vécu. Vive la vie. Pour eux, juin 40 est une refondation car De Gaulle leur offre l'espérance de jouer un grand rôle dans de grands événements. Il redonne à la guerre un sens qu'elle avait perdu, comme il contribuera plus tard à grandir la paix, parée d'un sens neuf, l'Europe, et à sortir l'Allemagne et la France du cycle sanglant de leur querelle. La résistance élève ainsi chacun de ses membres au rang d'hommes de caractère, des maquis du Quercy au sable de Koufra, errant un destin à une communauté tout entière. Pétain peut bien pérorer sur son trône de paille de l'hôtel du Parc pour dénoncer 150 années d'erreur, celle qui sépare 1789 de l'État français. Il pourra même afficher sa tête de soldat chenu sur les murs de nos villes, comme ici à Marseille. Il y a bien longtemps que l'âme française, si elle existe, s'est envolée. Mais si elle existait, comme je le crois, elle s'est envolée pour se réfugier auprès de ces combattants du désert, ceux qui font le tour de la terre en tirant leurs vieux canons, ou chez leurs frères de la résistance intérieure, Georges Guingouin, Charles Tillon ou Fabien, instituteurs limousins, étudiants d'Alsace, maroquiniers de Ménilmontant ou cheminots de la bataille du Rail. Hommes et femmes surgis avec leur visage de lumière, de l'ombre trop grande de leur pays couché. La France a toujours tiré sa lumière de ses nuits, sa gaieté de ses douleurs, son profit de ses défaites surmontées. Ces hommes ont souffert leur vie et leur mort pour que notre pays ne reste pas sous le groin des ténèbres, pour rendre à la liberté son feu et ses épines, et la force à la justice. Ils ont ainsi découvert, chemin faisant, qu'ils peuvent valoir mieux qu'eux-mêmes, que leur pays est une idée, une mission, un songe peut-être, et que sa vocation mérite d'être confiée aux océans, au vent, aux nuages, aux couleurs du ciel et au sable des déserts. Il faut savoir enfin que la France libre fut aussi une histoire d'hommes et de femmes qui n'étaient pas forcément nés entre Strasbourg, Lille, Brest et Marseille. Sous l'uniforme disparate des Free French, on retrouve en effet des Tcherkesses, des Marocains, des Algériens, des Libanais bien sûr, des Grecs, des Tchèques de Bénèche, des Espagnols républicains, des Russes comme le fils de Gorky, des Géorgiens, des Allemands spartakistes et des Italiens antifascistes, des Malgaches, des Sénégalais, des Tchadiens. La France à Croix-de-Lorraine, semble-t-il, était aussi une nécessité pour tous ces métèques. Cette nécessité fut une révélation et une rédemption. Ce fut aussi une aventure à 3 dimensions, historique, géographique, humaine. Et une fidélité à notre pays, comme l'a dit Schuman, à travers une infidélité à ses dirigeants provisoires. Les soleils noirs de juin 40 étaient loin. L'aventure mena les rebelles jusqu'aux marches de terres antiques. L'aventure les aida à se réapproprier et à réinventer le monde. L'aventure leur apprit qu'il n'y a jamais de victoire et que l'âme d'un peuple ou d'un pays est sans cesse à reconquérir. Juin 1940. Devant l'avancée de l'armée allemande, le gouvernement français s'est replié en Touraine.
Un choix politique s'impose. Continuer la lutte au-delà des frontières ou cesser le combat et traiter avec l'ennemi. Le maréchal Pétain, ministre de la Défense, déclare que, en ce qui le concerne, il se refuse, quoi qu'il arrive, à quitter le sol métropolitain et réclame qu'un armistice soit demandé. Paul Reynaud, le président du Conseil, chef du gouvernement, répond au maréchal en se déclarant partisan inconditionnel de la résistance dans l'Empire et d'abord en Afrique du Nord. Le 13 juin, il donne l'ordre à son gouvernement de regagner Bordeaux, comme cela s'est déjà produit une première fois en 1870 et une seconde au moment de la Première Guerre mondiale. À Bordeaux, capitale de la Guyenne, va se jouer au cours de 3 étonnantes journées, les 15, 16 et 17 juin, l'avenir de la lutte armée et celui de la République. Nous sommes ici en haut de la cathédrale de Bordeaux, où nous voyons les principaux bâtiments où s'est déroulé le sort de la France les 15, 16 et 17 juin 1940. Ici, la mairie de Bordeaux, où siège depuis 1925 Adrien Marquet, qui accueille Pierre Laval. La rue Vital-Carle, avec l'hôtel de préfecture qui accueille le président de la République, Albert Lebrun. Un peu plus proche, l'hôtel du général commandant la 18e région militaire, où siège le président du Conseil, Paul Reynaud.